Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Le scanner, l'espace d'échange et de propositions qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média. Vous êtes sur Kavi Média et sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Merci de votre fidélité et bienvenue dans le scanner, votre émission de débat constructif qui vous parvient de lundi au vendredi quand il est 9h sur Kavi Média, Kavi FM sur la 89.5. Au sommaire, nomination de chefs de quartier et de district par les gouverneurs. La demande du dialogue des acteurs sociopolitiques a finalement accepté. Une série de rencontres à cet effet prévu à partir de ce mardi. Elle regroupe les facilitatrices du cadre du dialogue et des responsables des 35 coalitions et fêtières de la société civile guinéenne, partie prenante au cadre du dialogue inclusif interguinéen, ainsi que ceux des deux nouvelles coalitions qui ont rejoint le cadre. Durant 5 jours, ces acteurs devront rédiger un document unique dans lequel sera consigné les préoccupations mais également les propositions et contributions quant à cette question. Mais cette démarche parviendra-t-elle à annuler le décret du président Mamadi Doumbouya? Décryptage à suivre dans cette émission. Et puis, inondation à Conakry et dans l'arrière-pays, l'État guinéen était-il averti? Tout porte à le croire, puisque des chercheurs étaient censés travailler sur les recommandations du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC. Les conséquences de cette négligence de l'État ont été dévastatrices, entraînant des pertes en vies humaines, la destruction de biens matériels, la perturbation des infrastructures essentielles telles que les routes et des ponts. Le mal étant fait, comment mettre en place des mesures de prévention et d'adaptation pour atténuer les effets des inondations en République de Guinée? Nous recevons ce mardi Ibrahima Souriyula. Il est consultant indépendant en gestion des ressources naturelles. Avec lui, nous parlerons de quelques pistes de solutions pour éviter le pire. Et en dernier lieu, nous parlerons de cette autre actualité. Al-Senima Binti Kamara, coordinateur régional de la zone spéciale de Conakry, et Moussa Doré, coordinateur régional adjoint des anciens contractuels, limogés ce week-end. C'est une décision prise par le comité régional du salut des anciens contractuels de la zone spéciale de Conakry. Ce comité reproche à l'ancienne équipe l'instrumentalisation des membres du bureau exécutif, l'ingérence inégale du syndicat national de l'éducation SNE dans les affaires des anciens contractuels, la corruption et le manque de communication sur la situation actuelle des anciens contractuels. Il plaide par la même occasion le recrutement à la fonction publique ou l'intégration de tous les anciens contractuels à la fonction publique. Est-ce une fronde ou une action approuvée par tous les anciens contractuels? Mohamed Latij Brahim Salim, le savant, nouveau coordinateur régional de la zone spéciale de Conakry, prendra la parole dans la dernière partie de cette émission. C'est le menu du jour. Installez-vous confortablement. Tout à l'heure, nous lançons les débats dans cette émission Le Scanner. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Parti pour plus d'une heure de débat dans cette émission Le Scanner avec mes compagnons de chaque matin, Ali Badara Akila, cette semaine exclusivement en veste. Bonjour Akila. Bonjour
Bonjour Abdallah, bonjour à tous les auditeurs qui nous pratiquent. Ça fait plaisir de te voir en veste. Non mais pourquoi pas, quand vous êtes dans un studio fascinant, très bien climatisé, mais il faut au moins se doter d'une bonne posture. Ça se comprend déjà. Voilà. Yaya Diallo, l'enquêteur en chef de cette émission Le Scanner. Bonjour Yaya. Bonjour Abdallah et bonjour à tous. Et je pense que c'est tout beau neuf. Comment je vais tout neuf s'agissant d'Aquila. Je pense que c'est des vestes qui sont, disons, allouées par son ami ministre Ousmane Gawat. Non, attention, il ne faut pas faire d'attaque ce matin. On ne va pas se mettre dans cette posture. Pas d'attaque ce matin, on va éviter les attaques, c'est très très important. Et évidemment, nous allons parler dans un premier temps de ce sujet. Hier, nous avions reçu quand même dans ce studio Dr Ibrahima Sory Diallo de la convergence des acteurs sociopolitiques ayant participé au cadre du dialogue inclusif interguinéen. Nous avons quand même lu ce communiqué adressé aux facilitatrices. Aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement pour les acteurs sociopolitiques qui obtiennent un dialogue. Mais est-ce que ce dialogue parviendra-t-il à annuler le décret pris par le colonel Mamadi Doumbouya Yaya? Écoutez, nous avons suivi, disons, Dr Ibrahima Sory hier ici, et moi j'ai pris le temps de suivre presque tous les acteurs politiques, que ce soit ceux qui ont pris part à ces cadres de dialogue inclusif interguinéen, que ce soit des acteurs, disons, externes, c'est-à-dire que ceux qui ont toujours des revendications et qui n'ont pas rejoint le cadre du dialogue. Je vais parler dans l'ensemble des forces vives. Eh bien, ils sont tous unanimes que c'est un pas, disons, vers la confiscation du pouvoir. J'ai quand même pu sonder l'opinion des uns et des autres, mais ils sont d'accord sur cette question. Puisque les uns sont, disons, considérés comme étant des proches ou, disons, des alliés tacites du CNRD. Donc, ceux qui ont pris part, je ne sais pas moi qui le dis, je relate un peu les faits, ceux qui ont pris part, disons, au cadre de dialogue. Mais l'aile dure, disons, de l'opposition, s'il y en a une, dans notre pays, je vais parler des forces vives, tout ce qui constitue les forces vives aujourd'hui. Et je pense qu'ils sont unanimes sur cette question-là. Maintenant, la question qu'on se pose, puisque nous avons suivi Dr Ibrahima Sory Diallo, qui est quand même très proche, très impliqué, qui est dans les sérails du pouvoir, il sait très bien ce qui se passe. Et nous avons vu et entendu sa réaction ici hier. Et je pense que c'est une interpellation. Et là, c'est une véritable problématique qui se pose entre les mains de ces facilitatrices. C'est une patate chaude puisque Dr Makale, en l'occurrence c'est la porte-parole, entre guillemets aussi le leader, ou disons la leader de ce facilitatrice. Le porte-flambeau. On connaît très bien sa position sur cette question. Comment est-ce qu'elle pourra faire fléchir le gouvernement pour revenir à de meilleurs sentiments sur ce décret-là, d'autant plus que c'est une stratégie bien mûrie, bien peaufinée, pour qu'on en soit là, puisque déjà, à entendre les uns et les autres, cette question n'a pas été soulevée de façon claire. Donc le CNRD est en train lui-même d'entretenir cette crise. Mais bon... on va l'appeler comme ça, puisque déjà, si la question n'a pas été débattue de fond en comble, en amont et en aval, lors du cadre du dialogue inclusif interguinéen, on ne pourrait pas quand même prendre, comme l'a signalé hier Dr Ibrahima Sory Diallo, on ne pourrait pas prendre son courage à deux mains, faire un décret stipulant que les chefs de quartier et de district devraient être nommés ou doivent être nommés par des gouverneurs. Pendant qu'on n'a pas trouvé un consensus. Aujourd'hui, c'est le même CNRD qui accepte de dialoguer avec les acteurs sociopolitiques parce que ces acteurs sociopolitiques estiment que cette démarche est une démarche illégale. Donc aujourd'hui, est-ce que le CNRD, en gros, n'est pas en train d'entretenir cette crise et de nous amener vers une situation qui ne devrait pas être? Écoutez, sur cette question, je pense qu'il faut mettre à nu
l'irresponsabilité de nos acteurs politiques. Le mot n'est pas trop fort. Non, pas du tout. Allez-y. Cette question a été évoquée. De certains cadres politiques. Cette question, puisqu'ils ne sont d'accord sur rien, à mon avis, s'ils étaient d'accord sur un certain nombre de choses, oui. S'ils sont quelque chose en commun, cette classe politique, c'est parce qu'ils ne sont jamais d'accord sur l'essentiel. C'est ça aussi la politique. Hein. Bon, ils ne sont jamais d'accord sur l'essentiel. C'est une guerre d'intérêt. Bon, c'est une guerre d'intérêt, mais un monde de crocodile ou de crabe. La logique voudrait, quand il s'agit d'un intérêt général, d'un intérêt public, qu'ils soient d'accord là-dessus. Partout, ça se fait comme ça. Penses-tu que dans ce décret de colonel Mamadi Doumbouya, il y a des acteurs politiques qui n'ont pas d'intérêt dedans? Attention, c'est ce que je suis en train de vous dire là. Donc ça, c'est pas un intérêt commun. C'est ce que je suis en train de vous dire là. Ce n'est pas un intérêt commun. Il y a d'autres qui ont des intérêts, d'autres n'ont pas d'intérêt. La démocratie, par essence, c'est l'expression générale de la volonté populaire. Et la démocratie, elle doit être à la base. Même si elle est mal comprise par les Africains, honnêtement. Elle doit être absolument solide à la base. Les chefs de quartier, les chefs de district, à mon avis, ce sont ceux-là qui sont censés être les véritables relais de la démocratie. Alors, c'est cette question-là, mais je pense que certainement, ils vont comprendre qu'ils ont fait des erreurs assez, assez inacceptables. Et peut-être ils sauront mettre de côté les égos qui caractérisent leur façon de fonctionner et de faire face à l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que, puisque si nous sommes dans cette situation aujourd'hui, c'est parce que on ne s'est pas fixé sur ce qui est essentiel, sur ce qui intéresse les Guinéens. Naturellement, c'est le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Et puisque, vous l'avez évoqué ici, les uns ont des intérêts avec les autres, ce qui fait que, même si c'est bon, même si c'est dans le cadre de l'intérêt général, vous verrez tout de même de gens ou des acteurs politiques un peu dans l'ombre qui sont là pour empêcher que cela soit ainsi. L'enjeu même de cette rencontre que j'ai qualifiée moi-même de cruciale, une rencontre cruciale puisque ces acteurs vont en tout cas être autour de la table. On leur demande un document unique dans lequel il sera consigné toutes les propositions. Aujourd'hui, est-ce que tu vois une issue, une porte de sortie pour ces acteurs politiques et qui puissent quand même annuler ce décret? Une rencontre morose, très malencontreuse, décevante, avec des partis politiques qui se parpillent comme si c'était des mouches frivoles, et avec d'autres qui se détalent, on dirait des lapins dans certains départements ministériels, qui se détalent aux yeux du palais Mohamed V, qui ne sont d'accord que sur quand il y a... en train de faire la guerre des mots là. Oui, qui ne sont d'accord que quand il y a l'histoire d'argent, de gommage de visage, et aller se faire remarquer par des discours aussi verbatins, parce que quand vous prenez les partis politiques, hier Adessebok l'a rappelé, il a même traité d'autres de vieillards politiques, et aujourd'hui on dit que Mamadi Doumbouya a pris un décret nommant les chefs de quartier. Non, pas nommant. Portant nomination des chefs de quartier, ce qui d'ailleurs va relever, je crois, du gouvernorat. Oui. Quand vous prenez tout ce pan-là aujourd'hui, ces gens au début avaient dit qu'ils étaient d'accord avec le CNRD, mais qu'ils souffrent. Non mais attention, mais sérieux lors des débats concernant le cadre du dialogue inclusif interguinéen. Non mais sérieux, une solution n'a pas été trouvée. Non mais sérieux, quand vous dites que vous êtes d'accord et que vous voulez accompagner une transition, mais moi je crois que si vous acceptez cela, il faut cautionner ce que cette transition va décider. Attention, là je partage pas ton avis. Non mais qu'il souffre. Là je partage pas ton avis. Vous allez comprendre. Sur des questions qui ont été débattues, on ne peut tout de même pas, d'un jour, un beau matin, prendre des décisions à la hâte sans pour autant avoir une conclusion. C'est pourquoi il y avait le cadre du dialogue. Le cadre du dialogue existait pour qu'il y ait quand même des résolutions sur des points donnés. C'est pas une histoire de conclusion. Oui, il n'y a pas eu de conclusion. Prenez la durée de la transition. Non, on ne parle pas de durée là, on parle de ils sont tous là-dedans. Il y a d'autres qui ont proposé 3 ans.
Il y a même eu des partis politiques. Mais ça, c'est un débat clos. C'est un débat clos. On est d'accord sur le genre de transition. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes partis politiques qui se retrouvent. C'est des gens qui sont insérieux, qui ne parlent qu'en leur nom et non au nom du peuple de Guinée. Vous voyez comment les gens sont en train de souffrir. Donc c'est une rencontre sans enjeu. Mais c'est une rencontre sans enjeu parce que la transition ne va pas abdiquer. Peut-être qu'ils vont discuter parce que c'est des gens qui aiment voir les jeter un peu d'argent par la fenêtre. Jeter un peu d'argent par la fenêtre parce que les facilitatrices qui sont là, c'est des gens qui sont connus de tous. Mais c'est blanc bonnet blanc. Non mais rien absolument ne va changer. Ils vont aller négocier, ils vont aller discuter, mais le colonel restera toujours derrière sa position. Ce n'est pas une première décision. Et ce sont ces partis politiques-là qui sont en train d'aujourd'hui de bagarrer, si je peux me le permettre, sur d'autres chemins pour le pouvoir. Et vous avez vu, ils ont sur le ring. Voilà, ils ont écarté les autres partis, l'UFDG, le RPG, l'UFR, qui d'ailleurs ont décidé d'ester cette décision en justice. Moi, je crois que c'est la bonne solution. Mais aller encore une fois négocier, discuter avec les facilitatrices, mais c'est des facilitatrices qui ne sont pas écoutées. Bien. Yaya, une première bataille gagnée, si on peut l'appeler, si on peut qualifier cela de bataille, un premier combat, puisque ces acteurs sociopolitiques avaient en général adressé des courriers aux facilitatrices pour obtenir un dialogue autour de cette question. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'un premier combat a été gagné et qu'on peut estimer, pourquoi pas, que voir fléchir le colonel Mamadi Doumbouya, qui peut quand même revenir à de meilleurs sentiments sur cette question, sur ce décret portant nomination des chefs de quartier et de district? Bon, on verra bien. Je pense que c'est un véritable défi qui est lancé à tout cet ensemble de acteurs politiques qui ont pris part à ce cadre de dialogue-là. On verra bien. Je pense que le moment est venu pour un peu, disons, mesurer leur niveau de responsabilité. Le poids politique peut-être. Le poids politique, moi je pense que quand on fait la somme de tout ce qui aujourd'hui s'agite sur l'échiquier politique, eh bien, vous verrez très bien qu'au-delà de ce qu'on dit de leur poids, c'est absolument insignifiant. Oh. Ah, mais oui, le PDN. Oui, le PDN, c'est pas quand même des petites formations politiques. On a le parti de Sia Kabari, ce ne sont pas comme de petites formations politiques quand même. Je parle d'un ensemble. Là. Oui, si c'est l'ensemble, je peux comprendre. Parmi tous ces partis politiques que tu as signés, il y a un parti depuis au temps d'Alpha Condé. On a fait 6 ans avec ce parti politique. Mais c'est le non, attends, ce que je veux dire est important parce que c'est le seul parti qui reçoit assez de militants. Chaque jour, chaque assemblée, il y a des militants. Mais quand vous prenez les élections, c'est le plus grand pauvre parti politique qui n'a aussi pas d'électeurs. Ça arrive. Qui n'a pas d'électeurs, mais qui reçoit des militants. C'est pas le fait de recevoir des militants. Mais dans l'histoire des nations, ça arrive. Mais si vous recevez des militants... Un exemple sur le cas guinéen. Non, mais si vous recevez... Quel est le parti, on va dire, le plus populaire en termes de mobilisation? C'est l'UFDG. L'UFDG n'a jamais remporté l'élection présidentielle. Ça n'a absolument rien à voir. Parmi ces partis politiques, il y a deux camps qui pensent qu'ils vont avoir le pouvoir après le passage de Mamadi Doumbouya. Ils espèrent tellement aujourd'hui qu'ils continuent de distribuer des motos aux gens. Mais on sait que dans l'arène politique guinéenne, il y a aussi des grandes têtes, des grandes figures. Et c'est des gens qui sont d'accord avec le CNRD, mais qui partent ensemble. D'accord avec ton avis. Il y a certes des partis politiques aujourd'hui qui estiment ou qui se voient déjà au palais Mohamed V ou au palais Sékou Touré. Oui, non, mais c'est cette question, je pense que le sujet a été débattu à l'interne, à écouter les uns et les autres, sauf que la question n'a pas été totalement évacuée et que le CNRD avait brandi l'argumentaire selon lequel il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent et si il se mettrait à mettre tout ça là dans le chronogramme de la transition, il risquerait de connaître un glissement. Alors l'un dans l'autre, nous sommes dans une situation et qu'en réalité nous sommes tout porte à croire qu'aujourd'hui nous tendons vers un glissement. Alors je pense que dans toutes les sociétés au monde, quand il y a ces revendications de ce genre, parce que c'est assez intéressant, on parle de district, on parle de quartier, et la démocratie
à ce niveau-là. Tout ce que nous sommes en train de faire ici, si à la base il y a une véritable, disons, un véritable dysfonctionnement et des irrégularités qui peuvent à un certain niveau même entacher, disons, la transparence des élections ou des échéances électorales à venir. Et là, je pense qu'il va falloir qu'il y ait beaucoup plus, disons, de responsabilités, beaucoup plus de vision et beaucoup plus de conviction sur cette question, au-delà de ces intérêts égoïstes que les uns et les autres peuvent avoir. Et là, je pense que c'est un défi, on verra très bien ce qui va se passer. De l'autre côté, sur les facilitatrices, moi, je ne reste pas, je n'attends rien de sérieux disons, de ces facilitatrices. Moi, je n'ai rien contre. Peut-être que c'est l'aboutissement. Tu ne peux pas croire peut-être à l'aboutissement. Mais quand même, elles sont en train de faire du sérieux. On verra bien. Non, elles sont en train de faire du sérieux. Moi, je ne suis pas contre ces trois. Ces dames, elles font de leur mieux. Ces trois dames, c'est votre avis. Elles font de leur mieux. C'est votre avis. De toutes les façons. Elles font de leur mieux. Quand même, tout le monde reste unanime. De toutes les façons. Rencontrer des coalitions politiques, des formations politiques, des acteurs politiques, elles font de leur mieux. Elles ont décroché un dialogue. Elles ne sont pas obligées forcément de dire à Mamadi Doumbouya, il faut obligatoirement que vous annulez ce Qu'est-ce qui te fait dire cela? Les facilitatrices nommées par décret, elles ne sont pas obligées. Non mais attendez, normalement on doit avoir des facilitateurs indépendants. Mais des facilitateurs nommés par décret, ils auront forcément un compte à rendre. Qui doit nommer les facilitateurs? Mais c'est des gens qui ont été nommés par... Non, qui doit les nommer alors? Mais c'est le président qui les a nommés. Non, qui doit les nommer? Normalement, c'est des gens qui doivent être indépendants. Tu n'as pas répondu à ma question. C'est des gens... Tu n'as pas répondu à ma question. Qui doit les nommer? Normalement, le peuple de Guinée. C'est le peuple de Guinée qui doit... C'est le peuple de Guinée. C'est le peuple de Guinée qui doit nommer ces facilitateurs. Ils doivent être indépendants, ils doivent parler au nom de la Guinée, ils doivent représenter le peuple face à l'opposition, mais aussi face à la présidence. Tu remets en cause l'intégrité de ces dames. Je remets en cause l'intégrité de ces dames. Je dis qu'elles sont nommées, donc il sera très difficile pour elles de faire en sorte que les gens se retrouvent à la table de négociation, parce que je sais que derrière, les pots de vin qui sortiront, c'est parce que c'est les décrets qui sont tombés. J'espère que j'ai l'impression que tu as mal compris. Non, j'ai pas mal compris. Je continue sur mon analyse pour dire que c'est facilitatrice, puisqu'il y en a une qui est candidate à la primature. Candidate, oui. Et qui n'est pas exclue. Attention. Mais il n'est pas exclu. Je suis candidature. On va extrapoler. Mais je n'ai pas exclu. J'ai dit, il y a l'une d'entre elles, ces trois facilitatrices, qui aujourd'hui tout son rêve c'est de se retrouver au niveau de la primature. Tu ne peux pas parler de son rêve. Là, je ne peux pas te laisser dire ça. Tu ne peux pas parler de mon rêve, tu ne peux pas parler de son rêve. Peut-être que ce que tu as appris... C'est exclu disons, d'extérioriser son rêve, c'est exclu? Oui. C'est exclu? Non, je ne t'ai pas dit ça. Alors, mais tu ne peux pas parler de son rêve. Je ne peux pas dire que ni Dame Makale et les autres pensent à être à la primature. En tout cas, il y a une qui drague les maisons de la primature. Ça, c'est pas exclu, oui. C'est pas exclu. Il faut accepter. Non, mais c'est ça, il a raison. Moi, j'accepte. Il a raison. Moi, je dis aujourd'hui, sur cette question-là, il ne faut pas attendre grand-chose à ces facilitatrices. Dès l'instant que... L'objectif d'une de ces facilitatrices, c'est de se retrouver à la primature. Alors, si tel est le cas, ne me dites pas que tel est le cas. Attention, vous venez de dire qu'il caresse le rêve de se retrouver à la primature. En tout cas, actuellement, pas me dire si tel est le cas. Moi, je le dis et je l'assume. Allez. Il y a une parmi elles qui caresse en ce moment les couloirs de la primature et qui drague toutes les institutions pour gérer la primature. Bon Dieu. Qui d'ailleurs a un grand rêve, c'est de gérer la primature. La deuxième, jusque-là, cherche la tête du département qu'on appelle le ministère de l'Éducation. Ce n'est pas exclu, c'est connu de tous. Donc aujourd'hui, ces facilitatrices qui sont là, elles sont derrière
tout ce problème qui nous arrive. Parce que si vous n'êtes pas indépendant, c'est que vous ne pouvez pas gérer une institution. Pourquoi alors ne pas poster des plantons à la tête? Oui, mais il faut les remplacer par... Je comprends pas. Mais c'est sérieux ce que je dis. Je ne comprends pas ce acharnement. Non, absolument. Non, pas contre ces dames qui ont quand même beaucoup fait pour ce pays. Il faut le reconnaître. Beaucoup fait. Ce processus, pour cette transition, qui n'a pas mieux fait dans ce pays? Qui n'a pas mieux fait dans ce pays? Tous ceux qui ont mieux fait dans ce pays se sont livrés à une gueulardise. Aujourd'hui, vous avez vu leur fait. D'autant même on parle d'eux. Autrement, il y a beaucoup qui ont fait pour ce pays, mais qui sont finalement rentrés par la petite porte de l'histoire. On ne parle pas de l'histoire. Non, mais c'est ça le problème. Elles ont fait quoi? Jusqu'où elles ont fait quoi? Vous avez vu ces cas, ces tueries sur l'axe? Non, là je te permets pas. Tout ça, là je te permets pas. Je te permets pas d'être vague sur le sujet. Je ne suis pas vague. C'est facilitatif. Ça fait partie du dialogue. Attention. Il faudrait qu'on comprenne l'objectif assigné à ces dames. Attention. Il y a un objectif. Attention. Un objectif. Leur objectif, ce n'est pas de faire la lumière sur des tueries. Je n'ai pas dit. Non. Je n'ai pas dit qu'il faut faire lumière. Je n'ai pas dit qu'il faut faire lumière. Alors que si l'UFDG a refusé ce dialogue, si l'UFR a refusé ce dialogue, ça fait partie de leur prérogative. Akila, le terme est déjà bien établi. On dit facilitatrice. Mais elles vont faciliter quoi? C'est pas une baguette magique. Elles vont faciliter quoi? Allez, je te comprends déjà. Elles ne vont absolument pas faciliter quelque chose. Bien. Donc, sur ce sujet, sur la nomination des chefs de quartier du district par les gouverneurs, vous estimez que ces facilitatrices n'auront pas gain de cause? Non, mais ça va être une promenade de santé. Acceptons de souffrir, le mal quand même n'est pas un mal. Une promenade de santé. C'est ça. Allez, vous êtes dans le scanner et c'est comme ça nous développons le débat dans cette émission. C'est un peu houleux dans ce studio, mais c'est aussi ça le scanner. Tout à l'heure, nous parlons d'autres sujets. Nous parlons des inondations en République de Guinée avec ce rapport du comité de gestion d'ESPER qui a été remis au gouvernement guinéen, dont ce rapport, il faut le dire, s'il faut le préciser, a été négligé. Et aujourd'hui, la Guinée fait face à des conséquences désastreuses. Nous en parlons tout à l'heure avec notre invité du jour, Ibrahima Sourioula. Il est un consultant en gestion des ressources naturelles. Il essaiera de répondre à nos questions et de nous parler du contenu de ce rapport juste après cette petite transition. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Le scanner, l'espace d'échange et de propositions qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média. Vous nous écoutez sur la 89.5, vous nous regardez sur Kavi Média, Facebook, sur Flash Guinée, Kavi Média, Instagram, YouTube et d'autres plateformes. Si vous, en tout cas, suivez cette émission en direct, vous pourrez interagir sur notre page Facebook en laissant vos différentes réactions que nous essaierons tout à l'heure de relayer avant la fin de cette émission. Je vous l'annoncer.
que le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le rapport déposé par ce groupe n'a pas été pris en compte par le gouvernement. Sinon, pourquoi faire face à ces conséquences désastreuses? Aujourd'hui, des pertes en vie humaine, la destruction de biens matériels et la perturbation des infrastructures essentielles telles que les routes et des ponts. Ici, dans ce studio, notre invité, Brahmasour Yula, et les consultants indépendants en gestion des ressources naturelles. Avec lui, nous parlerons de ce rapport et de quelques pistes de solutions pour mener à bien, en tout cas, essayer d'éviter le pire à la Guinée avec ces cas d'inondation. Monsieur Yula, bonjour, merci d'accepter notre invitation. Oui, bonjour monsieur. Ça fait plaisir de vous recevoir en tant que consultant puisque nous allons parler d'un sujet très sensible, un sujet qui a quand même une réalité vivante et on va dire d'abord condoléances à toutes les familles pleurées, paix à l'âme de ceux qui sont décédés. Aujourd'hui, est-ce que le gouvernement ou l'État guinéen pouvait éviter tout ce qui s'est passé en République de Guinée? Merci pour l'invitation. Je pense que oui, pour la réponse. Parce que, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure au début de l'émission, il y a un groupe qui existe. En fait, l'État est membre, est partie d'une convention qu'on appelle la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et cette convention élabore chaque année des rapports. Et à travers l'appui d'un groupe d'experts intergouvernemental qui suit l'évolution du climat qu'on appelle le GIEC. Ce groupe est composé de ce groupe de travail est composé de 3 groupes et constitué d'un groupe 1 qui étudie tout ce qui est en rapport avec les bases scientifiques, physiques liées au changement climatique, et un groupe 2 qui travaille sur tout ce qui évalue les impacts des phénomènes climatiques et qui traite les questions d'adaptation, mais aussi qui traite également les questions de vulnérabilité. Le groupe 3, c'est ce qui nous concerne, le groupe 3 et travaille sur tout ce qui est options alternatives, c'est-à-dire examine les options possibles pour atténuer ces phénomènes. Donc, ce groupe élabore chaque fois des rapports. Il y a des rapports d'abord techniques et qui sont assortis des travaux scientifiques. Et parce qu'il faut comprendre que ce groupe intergouvernemental travaille avec l'ensemble des chercheurs, des scientifiques associés à des centres de recherche, mais indépendants, qui ont des connaissances très avancées sur le climat, qui pourraient travailler sur la prédiction, mais aussi sur des questions d'atténuation. Ce groupe élabore des rapports. Ces rapports sont soumis aux États membres. La Guinée est membre de cette convention, donc la Guinée a reçu ce rapport. Mais le problème est que les gens aujourd'hui, c'est des rapports volumineux. Très volumineux. Très volumineux. Mais après... on parle d'environ 100 pages là. Ça dépasse, parce qu'après, c'est des points qui sont développés pour pouvoir comprendre les phénomènes climatiques de fond en comble, mais aussi vous permettre de faire des prédictions. Donc, il faut lire ce document. Il est scientifique et très malheureusement, le document, il sort en anglais. Et c'est la version synthèse de ce rapport qui est fait en français. Donc les gens ne peuvent pas fouiller qui travaillent, vous m'excusez de le dire, mais bon nombre de nos autorités ne sont pas bilingues et la plupart sont vraiment francophones. Et il faut comprendre aujourd'hui, même à la COP et la rencontre sur le climat, on parle anglais. Même les Français, les francophones qui viennent, vous partez par exemple sur le stand de la France, où vous allez trouver des personnes qui ne parlent que l'anglais. Et c'est étonnant de voir que nous avons des autorités qui ne voudraient pas, au fait, se perfectionner, monter en capacité, parce qu'il y a des discussions qui se passent pendant la COP. Ces discussions se passent en anglais. Et c'est des groupes, c'est des géants, c'est des pollueurs qui animent ces sessions. Ils ne parlent que l'anglais. Et donc, si vous ne parlez pas l'anglais, vous ne pouvez pas défendre votre pays, vous ne pouvez pas mettre en avant les problèmes de votre pays. Donc, il faut comprendre que ces rapports ont été, au fait, envoyés à la Guinée, ont été saisis parce que le point focal de ce groupe se trouve au niveau du ministère des
des transports, et il y a un pont focal GIEC ici qui remonte des données. Donc il y a des données qui sont collectées parce que le GIEC collecte des données, traite ces données et fait de la prédiction. Cette prédiction est assortie de nos données et qui nous prouve à suffisance qu'il faut agir, qu'il faut se battre pour tel élément, pour atténuer tel problème, ainsi de suite. Donc ce rapport, il est volumineux. Très malheureusement, les gens ne le lisent pas. Mais il y a un rapport synthèse qui donne des rubriques saillantes et pour avoir des orientations claires et édifier nos scientifiques guinéens. Le gros problème aussi en Guinée, c'est que c'est nos chercheurs ici qui ne s'approprient pas de ces documents. Un chercheur guinéen qui travaille sur le climat, qui travaille sur l'environnement, devrait normalement traiter les questions relatives à des sujets débattus dans le rapport. Ça permettra non seulement de contextualiser le phénomène, parce que le phénomène climatique il est global, mais chaque État, chaque pays à son contexte. Le phénomène climatique, le climat ne se manifeste pas de la même façon en Guinée qu'en France, par exemple. En Guinée, la vulnérabilité, elle existe dans certains endroits, mais en France, les infrastructures sont là, qui les rendent beaucoup plus résilients. Donc, c'est pourquoi il faudrait vraiment investir dans la recherche scientifique, mobiliser nos chercheurs à faire face à ce contenu et à s'approprier et aussi aider le pays à vraiment aller de l'avant. Donc dans ce rapport, tout était déjà prédit. Ces inondations étaient quand même prévisibles et les Nations Unies ont alerté quand même les États membres sur ce qui allait arriver sur 2, 3, 4 ou 5 ans. Exactement. Je vous donne un exemple. À un moment donné, il y a eu inondation aux États-Unis, au plein cœur de New York. Il y a eu inondation à Sydney, il y a eu inondation en Grèce, un peu partout. Mais je vous assure que ces personnes, ces États avaient reçu l'alerte. Ils avaient l'information. C'est pourquoi aujourd'hui, on parle de résilience. Après, on a vu que ces États sont retrouvés. Ils ont retrouvé leur état initial parce que c'est ça aussi la résilience. C'est la capacité qu'a un individu, qu'a une structure sociale à se rétablir après un chaos climatique ou à tout phénomène. Donc c'est ça la question. Il faudrait comprendre que si on a l'information, on doit s'approprier de l'information, mais prendre des mesures qui sont édictées dans ce rapport. Il a été dit que on l'a devant nous, et même tout le monde, on entend que l'une des premières conséquences du changement climatique, c'est l'augmentation du niveau de la mer. Ça, c'est dû à quoi? C'est la fonte des montagnes glaciales. Vous voyez, ça c'est un facteur parce que il y a plusieurs causes. Il y a deux causes liées à l'inondation. Il y a la cause naturelle et la cause humaine. Bien. Allons sur les deux causes, oui. Avant de poser ta question. Allons sur les deux causes. Les inondations constituent l'une des conséquences, disons, à ces problèmes liés au climat. Scientifiquement, expliquez-nous comment, en quoi, disons, comment je vais dire ça, les changements climatiques peuvent être justement un facteur qui peut nous amener à ce niveau. Oui, je vous dis, on y va sur, je vais aller sur votre question. Pourquoi les inondations, le changement climatique est un facteur qui peut freiner le développement? Il faut le prendre dans tous les sens. Ça paralyse le pays économiquement, socialement. Je vous donne un exemple. Quand il y a l'inondation et que les voiries, c'est-à-dire les routes principales sont inondées ou l'accès est impossible, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une question de paralysie totale. Personne n'ira au travail et on sera tous préoccupés par notre état de santé, notre bien-être. On ne va pas parler du boulot. Donc aujourd'hui, ce jour-là, ce qui était censé être fait ne va pas être fait. Donc voici l'influence du changement climatique sur notre mode de vie. Ça, c'est un premier facteur. Deuxième facteur, il y a des zones agricoles qui vont être inondées et qui n'étaient pas censées être colonisées par l'eau en cette période, qui n'étaient pas censées recevoir une masse d'eau, un débit important, mais ces zones vont être colonisées par l'eau pendant un bon moment, une bonne période, et aujourd'hui, nos agriculteurs n'ont pas des moyens pour récupérer l'eau, faire sortir l'eau. Parce que non seulement c'est des zones qui ne sont pas aménagées, et ils vivent par les moyens très limités, dont le système d'aménagement ne leur permet pas de faire un système d'irrigation très approprié pour pouvoir conduire l'eau. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième, je vous ai parlé de l'aspect économique, agricole, mais minier. Quand
quand il y a l'inondation, quand il y a forte pluie, forte précipitation, l'intensité, on peut pas parler, on peut pas exporter les bauxites quand même. Parce que ce que vous voulez exporter va être inondé par l'eau. Et même les camions ne pourront pas au fait, suivre leur démarche d'acheminement au fait de la matière en question. Maintenant, ce que je voudrais au fait dire par rapport à ce que vous avez causé, il y a deux causes. Oui. Il y a la cause naturelle et la cause humaine. La cause naturelle, on ne maîtrise pas cette cause. Elle est, comme vous l'entendez, elle est naturelle. Les précipitations, par exemple, les fortes précipitations, on peut accuser un peu les humains. L'action anthropique peut entraîner les fortes précipitations. Mais des fois, c'est aussi purement climatique, c'est naturel, hein, qu'il pleut autant que possible. Parce que quand on a une masse, au fait, on a la forêt, on nous a dit dans le cycle de l'eau que la forêt fait pleuvoir. Vous voyez, donc ça c'est naturel. Mais à part ça, il y a d'autres causes qui sont l'augmentation du niveau de la mer. Ça c'est dû par quoi? C'est dû par la fonte des neiges, c'est le soleil c'est l'insolation qui fait fondre les glaces. Mais bon, comme en Guinée, nous n'avons pas de neige. Oui, on n'a pas de neige. Mais ce que vous oubliez, l'océan, l'eau, nous sommes entourés par l'eau. Et quand les neiges fondent de l'autre côté, ça augmente le niveau de la mer. Il n'y a pas de barrière au niveau de l'océan. Donc l'eau bouge, l'eau est dans son mouvement. Donc la mer dans son mouvement, et quand il y a l'augmentation du niveau ici, et que ces acteurs ou ces États ont pris des mesures pour pouvoir créer des barrières au niveau des côtes, renforcer leurs côtes, mais nous qui sommes vulnérables, parce que vous avez vu nos zones côtières, les gens sont en train de déboiser, la structure protectrice qui est là, la mangrove, elle est en train d'être détruite, occupée par des gens pour construire des maisons. Et ça, c'est aussi des causes humaines qui entraînent aussi l'inondation. Mais quand on parle de précipitation, quand il pleut, quand il y a forte pluie sur une courte période, et souvent on n'a pas la capacité de drainer l'eau, et par une mauvaise planification urbaine. Imaginez par exemple là où aujourd'hui tout le monde on est en train de fermer le sol à tous les niveaux, parce que le sol aussi a ce facteur d'absorption. Le sol il récupère l'eau et l'envoie vers la nappe, mais si le sol est carrément au fait fermé, bitumé, on ne pourrait pas vraiment avoir on pourrait pas bénéficier de cette opportunité écologique qu'a le sol de pouvoir envoyer l'eau vers le sol. C'est pourquoi souvent vous voyez une bonne stagnation à des endroits où l'eau ne devrait pas stagner, parce que l'eau cherche un chemin pour pouvoir se drainer, pour pouvoir retrouver son habitat initial. Donc ça c'est un problème. L'autre problème aussi qu'on pourrait dire, les causes humaines, les constructions anarchiques. On prend l'exemple sur Koya. On est en train de parler de Koya et que l'âme des personnes disparues, nos illustres, repose en paix. Mais il faut aussi, il faut pas accuser ces personnes. L'État a un rôle. L'État doit réguler les choses. C'est vrai qu'on a les moyens de s'octroyer des domaines, et parce que quand ça existe, on se fait plaisir. Mais il y a des zones qui ne sont pas habitables. Par exemple, les zones humides. Les zones humides, c'est des zones où vous-même, quand vous partez, et même les gens qui y vont pour habiter, pour faire des maisons, les ingénieurs, ils ont du mal à créer, comme on appelle, les fondations. Je vous donne un exemple. Prenez Kobaya. Les gens qui sont à Kobaya, ils ont fait des maisons en prenant tous les risques possibles. Mais j'ai vu un monsieur qui dit qu'il a du mal à créer une fosse septique. Vous savez pourquoi? Parce que quand il creuse à 1 mètre, il voit l'eau. Oui, ils voient parce que c'est des zones qui sont très proches de la nappe. C'est des zones colonisées par l'eau. À 1 mètre, il a l'eau. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il ne peut pas avoir une fosse. Et s'il doit avoir une fosse, il faut qu'il attende pendant la saison sèche pour que la nappe, l'eau de la nappe, l'eau s'éloigne de la nappe. Vous comprenez? Et puis après, il fait carrément une fosse fermée, pour ne pas qu'il y ait l'intrusion d'eau de la nappe dans sa fosse. Et c'est ça c'est des problèmes. Donc il faudrait que nos autorités, surtout au niveau de l'urbanisation, prennent des mesures. On ne doit pas octroyer des permis aux gens pour construire dans des endroits qui sont censés être protégés. Prenez Tombolia sur la côte, sur la mangrove. Les gens sont partis faire des remblais devant, à nos yeux, l'État était là, les autorités étaient là, mais ils ont reçu des permis.
Mais de qui? De nos autorités, pour pouvoir s'installer. Et quand ils meurent, on pleure. Mais le problème est qui les a donné le permis? C'est nos autorités. Donc il faut qu'ils jouent leur rôle, il faut qu'ils développent ce sens de responsabilité. C'est vrai que l'argent, ça nous fait apporter des ressources, mais ça nous fait perdre au fait des personnes, des vies humaines. Et Koya, je suis vraiment désolé, mais la population qui était là et peine aujourd'hui. Il y a une dame qui dit même qui fait appel au président de venir à leur aide, de leur recaser ailleurs. Mais c'est très compliqué. Que sinon, c'est là-bas, elles vont mourir. Vous voyez, donc c'est pour vous dire que Koya, le problème de Koya, il y a eu l'inondation à Koya. Mais l'intensité de cette fois-ci, oui, elle est plus élevée. Elle est plus élevée. Donc c'est ça aussi. Les catastrophes climatiques vont de plus en plus galoper, vont de plus en plus du niveau extrême. C'est ce qu'on dit, l'extrême. Si les mesures ne sont pas prises, si des barrières ne sont pas développées pour pouvoir atténuer ces effets, on va traverser le pire. Bien. Alors, nous sommes un État côtier et quand nous prenons Dijon, la capitale, on sommes presque entourés par la mer. À l'aide d'un scientifique, qu'est-ce qu'il nous faut pour ne pas que demain, que nous assistions ici à une inondation, disons, générale de la ville de Conakry? Scientifiquement, qu'est-ce qu'il nous faut? Scientifiquement, ce que j'aimerais que vous sachiez, que même les gens, il y a des gens qui nous écoutent, ils vont pouvoir affirmer, si c'est possible d'appeler. Il faut comprendre que la zone côtière, qu'on appelle aussi le littoral, la mangrove, est une zone, est un habitat très sensible, très vulnérable. Très vulnérable parce que ce qui protège cette côte, c'est la mangrove. Si la mangrove elle est coupée, sa vulnérabilité augmente. Elle devient de plus en plus vulnérable. Il se trouve aujourd'hui que nos populations vivent, une bonne partie vivent de ces espèces côtières. Les palétuviers par exemple, ils sont utilisés pourquoi? Pour certains pour le fumage de poissons et d'autres pour les techniques de salinisation, malgré qu'il y ait les techniques aujourd'hui nouvelles novatrices qu'on appelle les techniques d'extraction du sel sur la base des bâches solaires, mais il y a d'autres aujourd'hui qui n'arrivent pas à exploiter cette technologie. Donc il faut comprendre que scientifiquement, que la mangrove non seulement pourrait apporter de l'économie à la Guinée, je vais vous dire pourquoi, parce que c'est dans cet habitat que se développe comme on appelle les poissons. C'est pas en pleine mer, les poissons viennent au niveau de la mangrove pour se développer. Si la mangrove elle est détruite, c'est pourquoi souvent là où la mangrove elle est détruite, les pêcheurs partent jusqu'en pleine mer pour pouvoir pêcher, parce qu'ils n'ont pas un habitat propice. Donc c'est ça, ça provoque, comme on appelle, une migration des espèces aquatiques, et parce que leur habitat est menacé. Ça, c'est deuxièmement, si la mangrove elle est menacée, scientifiquement, ça dit quoi? Il y aura l'intrusion saline. Il faut comprendre que derrière la mangrove, il y a l'arrière-mangrove. L'arrière-mangrove aujourd'hui partait à Koba, laissé là, on fait de la riziculture. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des 850 hectares de terres rizicoles à Kabak qui se trouvent aujourd'hui inondées, qui sont sous l'eau. On ne peut pas Kabak qui risque même de disparaître. Vous savez pourquoi? Parce que la côte est devenue très fragile. Les gens ont carrément coupé la côte. Les banques de protection qui ont été mises, qu'on appelle les digues, les ceintures, ont lâché. Et les Hollandais étaient venus à un moment donné pour pouvoir aider le pays à développer des mesures, parce que vous connaissez les Pays-Bas, c'est un pays qui se trouve à un niveau très bas au fait par rapport au niveau de la mer, mais ils sont très efficaces, ils ont des technologies, des moyens pour pouvoir développer des mesures en termes de protection de la côte. Il faut aussi comprendre que la côte, aujourd'hui, la Guinée est en train de développer l'économie bleue. Quand on parle d'économie bleue, c'est toute économie relative qui tourne autour de l'eau. Et on parle de la pêche. Donc si la pêche est menacée, c'est qu'on aura des problèmes de pouvoir asseoir les bases de l'économie bleue. Il y a le tourisme côtier qui se passe. Les gens viennent par exemple pour juste voir des espèces qui sont rares aujourd'hui, mais qui viennent seulement sur les côtes. Il faut comprendre aujourd'hui aussi qu'il y a des espèces qui migrent des États, par exemple, vers le pôle Nord pour le pôle Sud, juste à cause du changement climatique. Mais si ces habitats aussi sont menacés, mais on va créer non seulement la disparition, l'extinction de certaines espèces, mais aussi on va provoquer notre propre extinction. Bien. Cette question à présent, quelle solution? Puisque le rapport a été reçu par l'État guinéen, de suite de négligence, nous avons quand même assisté à ces catastrophes. Aujourd'hui, que faut-il faire pour éviter le pire?
je pense l'État a la solution. Mais oui, l'État a la solution. Je vous donne un exemple. En Guinée, nous avons un observatoire, un organisme qui fait le suivi environnemental, qui suit l'évolution aussi de l'environnement, qui a des informations sur la pollution de l'air. Un organisme qui a des informations sur le niveau de dégradation de nos espaces forestiers. Un organisme qui a des informations sur même l'inondation. Mais le problème, c'est comment exploiter ces données. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. Les données, c'est pourquoi vous avez vu sur mon profil, je parle de NR Data Analyst, Natural Resources Data Analyst. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a une masse d'informations liées à l'environnement. La pollution de l'air, les précipitations, la dégradation. Tous ces éléments rentrent en jeu. Donc, il faut développer un modèle intégré, modéliser ces informations pour pouvoir comprendre comment évolue nos propres écosystèmes. Parce que la Guinée est un grand écosystème constitué de plusieurs écosystèmes. Il y a des écosystèmes forestiers, il y a des écosystèmes savanicoles, il y a des écosystèmes... En tout cas, il faut comprendre que il y a des phénomènes qui rentrent en jeu, c'est-à-dire il y a des interactions qui existent entre les habitats, entre les vivants, qu'il faudrait analyser. Je vous donne un exemple. Moi aujourd'hui, je suis sur un élan scientifique parce que je suis un jeune chercheur. On peut faire un travail aujourd'hui pour déterminer les traits de côte de la Guinée sur 30 ans. Dit par exemple sur 30 ans de 91 à 2021 ou 2022 et comment a évolué nos côtes. Est-ce que nos côtes sont en train d'évoluer ou sont en train de diminuer? C'est-à-dire est-ce qu'il y a la dégradation, l'érosion ou bien est-ce qu'il y a l'accrétion? Ça, c'est des analyses scientifiques qui permettent non seulement à un président, à une autorité de prendre des décisions. On m'a dit tout à l'heure, la ministre, il y a un problème. Mais le problème, il est comment? Il faut donner des chiffres, il faut donner des informations scientifiques. Et ces informations, aujourd'hui, sont accessibles. La télédétection, il y a beaucoup de satellites aujourd'hui qui donnent l'accessibilité à des images satellitaires. Même Google Earth, vous pouvez aller sur Google Earth Pro, la version avancée, qui vous permet de visualiser au fait, l'information de la Terre. Comprendre comment l'habitat fonctionne. Je vous donne un exemple. Je peux télécharger des images de cette zone-là où nous sommes, 30 ans en arrière et 15 ans après et aujourd'hui, pour vous montrer comment la zone-là a évolué, pour prédire après, pour dire dans combien de temps on ne va pas trouver de forêt ici, ou dans combien de temps l'urbanisation va être un problème pour, comment on appelle, pour le développement. Ça, c'est des analyses. Alors, vous avez parlé d'un observatoire. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne sais pas votre rapport avec cet observatoire, est-ce que vous avez une fois étalé ou disons fait ces remarques-là à l'observatoire, ou est-ce qu'aujourd'hui, l'observatoire, parce que nous avons beaucoup d'organismes qui existent, mais le problème, c'est l'opérationnalisation. Est-ce qu'on peut parler déjà que, disons, cet observatoire n'est pas opérationnel, ou tout au moins, ils n'ont pas les moyens de leur politique, ce qui explique que, disons, on assiste à ces arts de conséquences dans notre pays. Je dis observatoire, c'est un centre d'observation. Avant c'était COSIE, ils viennent de changer pour un statut, mais c'est la même chose. Et nous, souvent, on rencontre cet observatoire, c'est dans les rencontres. Il y a par exemple le PNUD, il y a les institutions pour élaborer des projets, leur Project Documents. Ils nous invitent en tant qu'acteurs de la société civile ou consultants indépendants pour pouvoir réagir, contribuer à la production, à l'écriture, à la formulation de ces projets. Donc pendant la formulation, pendant même l'atelier de validation de certaines stratégies politiques, nous sommes invités. Et je vous donne un exemple. Récemment, la ministre nous a adressé une lettre pour nous envoyer, pour nous transmettre la politique et la stratégie nationale de l'assainissement, qui nous permet de nous approprier du contenu de cette politique, de cette stratégie. Et nous faisons des ateliers, nous faisons des rencontres telles que le camp climat et ainsi de suite. Ça nous permettra non seulement d'édifier les jeunes, d'édifier nos cibles sur les questions développées dans ces politiques et dans ces stratégies. Mais souvent dans ces rencontres, nous observons un manque au fait de capacité, qu'il m'excuse, je le dis, un manque de capacité, parce que souvent on met les gens à la place des personnes qui sont là. Ce ne sont pas des personnes qu'il faut. Oui, mais monsieur, je vous dis, on a des centres de recherche. On a des chercheurs, mais on trouve des gens, on les nomme à des postes et qui, par peur, se grouillent aujourd'hui pour pouvoir avoir des diplômes, pour pouvoir valider leur position.
Parce qu'ils se disent, vraiment, on m'a mis là, mais scientifiquement ou peut-être professionnellement, c'est notre sens, ça n'a pas de sens. Donc, par peur qu'une réforme ne se pointe, ils essaient de se grouiller. Et ça, c'est pas de la précipitation. Il faut que les gens qui ont pris du temps à apprendre, à embrasser la science, à s'adonner et moins d'un rien de la part de l'État soient quand même remerciés, soient approchés par l'État. Quand même, on parle des problèmes qui assaillent la population et pour les résoudre, il faut vraiment des réponses scientifiques. Un exemple, si on doit traiter les problèmes liés à l'inondation, on ne va pas mettre de côté les gens qui font les sciences sociales. C'est vrai, c'est un phénomène climatique, mais il y a aussi un phénomène social. Il faut voir pourquoi les gens ont des matérialités très dures pour pouvoir s'installer dans les zones qui ne sont pas habitables. Donc c'est ça. Parce que c'est le sociologue qui doit... Oui, Akila, une question. Akila, il est attentif. Hein. C'est une remarque. Pour aujourd'hui, tu prends de l'intérêt. Je suis très fasciné par son intervention parce que les explications données sont claires et d'ailleurs sont appréciables, que ça tombe dans de bonnes oreilles. Moi, le plus grand problème, c'est quand vous prenez les alentours, surtout les rescouches de nos maires, aujourd'hui à Conakry, surtout à Kisosso, donc que vous avez cité, mais aussi à Sangoya, voilà, les Kobaya, les gens construisent surtout en bordure de mer. Est-ce que de ce côté, un problème aussi ne risque pas d'arriver si toutefois on continue de repousser l'eau pour la construction de ces maisons? Effectivement, merci pour la question. Il faut comprendre une chose, l'eau, on ne repousse pas l'eau. L'eau a son environnement. Le phénomène de Ramblin. Exactement. Prenez un petit bol et mettez de l'eau dedans. Essayez de pousser. Quand vous poussez l'eau, il y a quoi? Il y a le volume. En fait, l'eau augmente de volume à un endroit. Vous comprenez? C'est-à-dire quand on pousse l'eau par là, les conséquences se produisent ailleurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, évidemment. L'eau n'aime pas le vide. L'eau occupe toujours. Vous comprenez? Mais il faut aussi comprendre quelque chose que moi j'ai eu à faire des petites analyses, mais je me suis permis de travailler, avancer dessus. C'est des rapports scientifiques aussi, mais minimes, légers. C'est pour pouvoir édifier nos autorités. Je suis en train de travailler sur des simulations d'inondation de nos barrages. Il faut comprendre aujourd'hui que nous avons des barrages. Ces barrages, pour les faire, on bloque l'eau. C'est-à-dire on ferme carrément nos bassins. La rétention d'eau, c'est de la physique pour produire de l'électricité. Il faut une masse d'eau, un bon débit important pour pouvoir créer du courant alternatif. Et pour ça, il faut comprendre que si les bordures de ces cours d'eau, de ce barrage, n'est pas maintenue par des systèmes écologiques, ces arbres, parce que les gens sont en train de couper les arbres le long de ces cours d'eau. Et dès que l'eau trouvera un chemin, vous imaginez une rétention, un débit important là, et qu'il y ait juste une fuite, l'eau va trouver chemin pour rentrer dans les villages et carrément casser les villages. Et ça, ça peut être lié aux précipitations. Cette simulation, elle est très simple, c'est des images satellites qu'on développe. On interroge l'eau, le bassin versant. On dit par exemple, voici le bassin versant, on le délimite. On lui donne par exemple un débit important à 6 mètres. Comment ça va se passer? À 10 mètres. Vous allez trouver des embranchements, des allées que l'eau se crée pour entrer. Et là, ça permet non seulement de comprendre quand il va pleuvoir avec une intensité de 6 mètres, ou pas des millimètres, mais à 2 mètres ou à 1 mètre, il faut comprendre que le barrage pourra lâcher et qu'il y aura des dégâts. Donc, ça permettra non seulement aux autorités de venir cette catastrophe, de prendre des mesures pour dire comment l'éviter. Donc, il analyse au fait. C'est pourquoi je veux dire, le problème, ce que vous dites, il faudrait carrément travaillisation, il faudrait interdire aujourd'hui, il faudrait travailler avec les scientifiques pour voir les zones qui sont occupées, sont les zones qui sont sensibles à être inondées, qui ne sont pas habitables, pour pouvoir les dégager de la Parlons d'urbanisation, parce que le plus grand problème, je crois, de nos terres aujourd'hui viennent de là. Est-ce que l'urbanisation même n'est pas un problème pour tous ces problèmes aujourd'hui? Oui, rapidement, je vous réponds, c'est un problème. Je vous donne des écosystèmes urbains. Prenez les forêts de Kakimbo, prenez des forêts de Lanta, mais la situation qui est en train de dominer ces écosystèmes. Et ces écosystèmes, ces forêts jouent un rôle régulateur, en fait, acclimate ces zones. À un moment donné, je ne sais pas, en partant, vous allez voir la fraîcheur qui était là, mais ça n'existe plus. Ces forêts n'ont plus de capacité. Il faut comprendre aussi que ces forêts
permet au sol de créer une rétention parce que les racines captent l'eau. C'est des réservoirs aussi d'eau. Mais quand il n'y a pas ces forêts, c'est que l'eau aura du mal à s'infiltrer dans le sol. Et on va aussi parler d'inondation, la mauvaise urbaine, la mauvaise, comment on appelle, du plan d'aménagement pourrait entraîner des catastrophes, je dirais pas naturelles, mais artificielles. Bien. On connaît déjà des quartiers où l'urbanisation est très sauvage, il faut le reconnaître. Si nous devons, vous avez vécu à Bonfi, vous connaissez bien Makia Touré. Pour des zones aujourd'hui, quels sont les risques de ce côté? Parce que Makia Touré, c'est une côte. Hein? Et là, les eaux qui quittent Makia se déversent carrément dans Bonfi, dans Bondi. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des risques d'inondation de ce côté? Oui, il y a des risques d'inondation parce que c'est vrai, merci, je vis à Bonfi. Moi, je suis né et grandi à Bonfi et je suis vraiment fier de ça. Il faut comprendre que Bonfi, je dirais, à un moment donné, c'était une ville qui est en train de grandir. Aujourd'hui, sur le long, nous sommes nés à Bonfi. Ouais, on a des infrastructures, ouais, exactement. Et Makia Touré, le cas est très spécifique. Et il faut comprendre qu'à Makia Touré, si on n'a pas des mesures humaines imminentes, on risque de créer des problèmes. Je ne sais pas si vous entendez quand il pleut, même pas trop, même l'accès sur le Niger, c'est des problèmes. C'est que il faut pas occuper au fait le lit d'eau. Il ne faut pas restreindre les rivières. Il faut laisser l'eau, le chemin de l'eau. Il faut non seulement aménager et permettre à l'eau de se drainer d'elle-même. Mais ce qui se passe, la construction du grand marché de Conakry n'a pas été une chose. C'était presque un petit lac. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, je me rappelle très bien. Et à l'époque, on ne pensait pas voir quand même une infrastructure de ce côté. Parce que carrément, c'était un petit lac. Il était impossible, inconcevable qu'il y ait quand même une infrastructure de la sorte. Excusez, mais c'est l'une des bêtises humaines. Hein. On a les moyens. Oui, on a les moyens, on fait de l'environnement ce qu'on a aussi, de par ses moyens, faire de nous ce qu'il veut. Et il faudrait prendre des mesures, essayer d'analyser au fait le canal qui est là. Le canal avant est carrément foutu, on a occupé la zone, mais il faudrait donner un chemin à l'eau. Faire de la sorte quand l'eau se verse, quand il pleut, parce que le problème que nous sommes en train de dire, pas l'inondation liée au niveau, à la hausse du niveau de la mer, mais plutôt aux précipitations quand il pleut. Donc il faut analyser quand il pleut, utiliser toujours, comme je vous dis, satellite pour pouvoir comprendre quand il pleut, quelles sont les zones qui sont inondées, pourquoi elles sont inondées. Trouver un chemin pour permettre à l'eau de de sa mobilité et de se drainer vers la mer. Donc Makia, vous savez, quand l'eau quitte, vient derrière normalement. Oui, il passe par le grand marché normalement. Pinson, grand marché, Ils ont resté un petit caniveau, un petit canal d'eau qu'ils ont mis. Vous imaginez qu'il vient et souvent quand l'eau vient, et le débit il est important. Le canal devient maintenant très petit, l'eau se récupère. C'est comme là, quand vous versez l'eau ici, l'eau prend tous les sens. C'est comme ça se passe. Il rentre dans les maisons, crée des dégâts. Et Makia bloque la circulation. Exactement. Et donc c'est très dangereux parce que vous avez vu la zone, quand l'eau récupère un moyen de transport sur l'allée de Dabondi, mais il t'envoie dans la fosse, dans l'autre côté pour te drainer vers la mer. Oui. Donc il faut prendre des mesures non seulement sécuritaires, mettre des barrières pour que quand l'eau te tape, ne puisse pas t'amener. À Kobaya, vous avez vu, l'eau a pris des gens dans les ponts et les a drainés vers où des personnes, on a perdu des vies humaines. Donc c'est ça, il faut réaménager cette zone. Il faut voir, peut-être on ne peut pas dégager, si moi on me demande si je t'ai ministre, je vous assure, je ferai aussi une bêtise humaine. C'est carrément dégager le grand marché de Conakry. C'est des zones... Attends, tout le marché, il n'y a pas une autre solution, soit créer un chemin sous. Hein? On a vu comme des infrastructures comme ça dans les pays développés. Exactement. Aujourd'hui, on peut laisser le chemin à l'eau et puis rester là. C'est comme les gens qui occupent les bras de mer. Il y a aujourd'hui des aménagements avec il n'y a pas des remblais, mais on peut aller vers la mer tout en laissant l'eau dans sa mobilité. Que les mares, au fait, parce que c'est de l'énergie, la marée. La marée qui vient, c'est de l'énergie. À chaque fois que la marée vient, tape la côte, ça fragilise la côte. Ça fait tomber au fur et à mesure. Et dans 5 ans, 10 ans, on va avoir affaire avec des côtes fragiles. Donc moi, ce que je vais dire, c'est de réaménager cette zone. Et parce que nous sommes en pleine urbanisation. Les gens construisent n'importe comment à Bonfi, par exemple. Et il y a des étages partout.
partout, et le forage partout, il faut faire beaucoup attention. Et même récemment, moi j'ai pris par exemple, quand il y a eu coupure d'eau dans notre zone, on est parti prendre l'eau de forage quelque part, mais je vous assure, j'ai pas analysé au labo, mais quand j'ai utilisé l'eau en me douchant avec, j'ai compris que l'eau, il y a des matériaux, il y a des éléments chimiques dans l'eau, parce que mon corps n'a pas apprécié l'eau. J'ai senti aussi de l'odeur, et c'est l'eau que les gens sont en train de boire. Et quand il y a l'inondation, je vous dis un truc, que le ministère de la Santé en fait, nous écoute, hein, il y a des zones où il y a des puits. Quand il y a l'inondation, il faut fermer ces puits. Il faut vraiment désinfecter ces puits. Parce que l'une des conséquences de l'inondation, c'est les maladies diarrhéiques. Oui, il y a des maladies qui sortent de ça. Parce que c'est des eaux qui viennent un peu partout, qui viennent remplir des fois les puits d'eau. Et puis après, les gens utilisent après l'inondation. Ça trouvera que l'eau est polluée. Et la plupart des gens aujourd'hui, quand vous comprenez, vous allez me comprendre, les gens extraient l'eau dans les puits et puis cuisinent avec. Donc il faut faire beaucoup attention, il faut que l'État joue son rôle. Il y a des puits à fermer. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a tout un protocole à définir. L'ANGUCH, par exemple, qui est l'Agence nationale de gestion des catastrophes, doit développer un plan, une stratégie pour dire quand il y a catastrophe, quand il y a par exemple inondation, l'une des premières mesures, c'est après l'inondation, il faut comprendre qu'il y a des conséquences. Les puits, par exemple, il y a la nappe même qui va se polluer parce que non seulement l'eau qui est là va aller dans les puits et tout. Il faut fermer ces puits. Il faut identifier, fermer ces puits, envoyer et puis il y a ces fosses septiques. Prenez votre verre d'eau. Plus on a quand même cette inondation, les fosses septiques sont remplies et le rejet peut se retrouver dans les puits. Ah ben aujourd'hui, il y a des gens qui ont des fosses remplies. Il suffit juste qu'il pleut pour que les fosses au fait se fassent le chemin. Donc il faut vraiment ça, il faut prendre des mesures sanitaires. Et j'en parlais avec quelqu'un de l'ANSS. N'attendez pas ce qui nous arrive avec Covid, avec temps. Le choléra, on n'en parle plus, mais les inondations peuvent ramener le choléra. Ça, je vous dis, bon, moi je le dis, c'est des aspects très scientifiques et que vous allez comprendre. Hein, quand l'eau de pluie, par exemple, est polluée, demandez à ceux qui font la médecine, hein, dites-lui, est-ce que l'eau est buvable? L'eau ne sera pas buvable. Même les forages que nous faisons, il faut les traiter. Donc c'est des questions vraiment saillantes parce que j'ai pas entendu les autorités au fait agir. J'ai pas vu les autorités agir sur cet aspect. Il y a eu des zones inondées à Koya où il y a puits, mais ces puits n'ont pas été désinfectés. Mais après on va parler des maladies, après on va dire telle maladie XY. L'État va encore sortir. C'est nos fonds qui vont sortir de cette caisse qui était ça au fait des infrastructures pour nous, qui vont aller parce que suite à l'inaction de l'État, suite à la mauvaise planification, à la mauvaise stratégie mise en place. Alors, monsieur Dioula, l'État après... Oui, rapidement, l'avant-dernière question, on va aller à l'autre sujet, on va débattre malgré l'absence de notre invité. Après ces événements malheureux liés à l'inondation, l'État a pris quand même de mesures, même si par ailleurs certains qualifient ces mesures-là de mesurettes. Quelle appréciation faites-vous de ces mesures qui sont prises? Ben, il n'y a pas de petite mesure. Hein. Quelqu'un qui vous donne 10 000 francs et l'autre qui vous te donne 1 milliard, tout est pareil. C'est en fonction de ses moyens. Mais de la part de l'État, je dirais que les mesures ne sont pas appréciables. Que les autorités m'excusent, hein. Moi j'apprécie bien ce qui se passe sur le terrain, mais quand ça ne va pas, il faut le dire. C'est ça aussi, c'est ce qui est important. Il faut que l'État puisse découvrir ses faiblesses. L'État lui-même ne peut pas, le gouvernement, je dirais, lui-même ne peut pas s'apprécier. C'est à nous d'apprécier les mesures prises par les autorités. Et moi j'ai apprécié l'intervention du ministre. Voir un jeune ministre, Mori Kondé, ce n'est pas une façon de l'apprécier, mais il est sorti de chez lui pour être dans cette zone avec le directeur de l'ANGUCH. Il aurait pu mieux faire. Exactement. Il aurait pu prévenir. Exactement. C'est ce que je dis. C'est bon, c'est bien, mais il faudrait qu'on soit sur l'approche préventive. Le Guinéen, nos autorités sont toujours sur après catastrophe. On se met dans la fatalité. Oui, dans la fatalité. Dieu nous a rien fait. Dieu nous a donné du savoir-faire. Dieu nous a donné des jeunes, des personnes douées de connaissances. Dieu nous a donné des liens avec des personnes qui sont chevronnées dans la science, à nous développer des logiciels. Dieu nous a donné des ouvertures avec d'autres pays qui ont eu la capacité de mettre en orbite des satellites que nous pouvons utiliser. Aujourd'hui, on parle par exemple des satellites qui donnent des bonnes images, des résolutions, des images multispectrales qui nous permettent d'avoir plusieurs informations sur notre espace, sur notre environnement. C'est par exemple des images sentinelles qui ont été mises en orbite, le premier je crois en 2013, le deuxième en 2017. Donc c'est des satellites qui nous permettent d'avoir des images et de pouvoir analyser nos problèmes et pouvoir prendre des décisions. L'État
le colonel Mamadi Doumbouya ne peut pas prendre des décisions s'il n'y a pas des données palpables, probantes, pouvant lui permettre de pouvoir sortir de là des décisions robustes. Et bon, on dit oui, il fait rien, mais il fait rien, il doit agir sur la base de quelque chose. Il ne peut pas se lever aujourd'hui, interdire la coupe des bois si scientifiquement on montre pas une visibilité. Exactement. Le ministère de l'Environnement devrait faire quoi aujourd'hui? Par exemple, je vous donne un exemple. Et la couverture forestière avant a baissé. Il faut montrer au président qu'il est important de maintenir cette couverture. Aujourd'hui, des forêts qui étaient à 30 000 hectares se retrouvent à 10 000 hectares. Pourquoi? C'est l'urbanisation. Vous comprenez? On peut qualifier même de sauvage. De sauvage, ouais. Donc il faut des données comme ça pour permettre au président, et c'est ce que moi j'ai dit dans mon poste, je suis prêt à apporter au fait ma contribution, pas forcément avoir une position prise, être avec non, mais que je sois sollicité pour pouvoir apporter ma contribution, qu'on soit vraiment efficient et efficace dans nos interventions sur le terrain. Ce côté contribution, je vais vous faire rire un peu parce que souvent ça arrive. Est-ce que vous avez une fois eu le temps de discuter avec le ministre qui est aussi censé assurer ce côté? Est-ce que vous avez une fois rencontré des difficultés? Parce que quand vous avez une expertise, le ministre même a peur de perdre son poste. Oui, tout à fait, mais à un moment donné, il faut comprendre que à force d'apprendre, tu deviens une menace pour les autres. Et ben, ça devrait encourager aussi aux autres d'apprendre. Et c'est ce qui est normal. C'est ce qui est normal. Et quand on est bon, on devient une menace. Et si nos autorités prenaient des mesures pour mettre des personnes qu'il faut à la place qu'il faut, je pense que chacun se battrait pour pouvoir mériter. En fait, moi, je vous dis un truc, peut-être les gens nous regardent en ligne. Je ne suis pas du genre à me faire décrocher une opportunité par pitié, non. J'apprends, c'est pour pouvoir mériter tout ce qui est opportunité. Il faudrait que les gens apprennent. Aujourd'hui, je suis étudiant, je suis en phase d'études doctorales. Et ben, je me bats pour apprendre. Je ne m'attends pas à ce que je sois là de gauche à droite. Je connais bien en fait ce département, le ministère de l'Environnement. Je n'ai pas d'abord créé une ouverture beaucoup plus directe avec la nouvelle ministre, mais je l'ai connue quand elle était directrice de l'assainissement. Oui. On a participé à des rencontres scientifiques à la COP plusieurs fois. C'est une dame qui est de bonne foi. C'est une dame la nouvelle ministre. La nouvelle ministre, exactement, elle est très bien. Madame Radia Safiatou. Elle est très bien. Scientifiquement, elle sait ce qu'elle fait, mais c'est pas elle qui peut aussi tout faire. Donc j'aimerais bien, si elle nous écoute, de pouvoir identifier des personnes qui pourraient vraiment l'aider à mettre en route sa feuille. Merci. Et surtout sa politique. Et on a besoin d'elle. On a besoin d'elle, elle a besoin de nous. Bien. Quand je dis elle a besoin de nous, pas forcément nous en tant que personne, mais nous en tant que personne qualifiée. Évidemment. Monsieur Ibrahim Souri Youla, il est consultant indépendant en gestion des ressources naturelles. Avec lui, nous avons quand même impulsé beaucoup de questions liées à l'environnement, aux conséquences et aux différentes solutions. En tout cas, merci d'être passé dans cette émission Le Scanner. Merci monsieur. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Ben, ça ne sera pas la dernière. C'est la toute première fois qu'Akila soit très calme dans en tout cas, si vos auditeurs sont intéressés, on pourrait peut-être très prochainement planifier une émission sur l'impact des mines sur les ressources naturelles. Évidemment. Je pourrais envoyer des données scientifiques pour permettre aux gens, on va les projeter pour comprendre en quoi et comment jusqu'à aujourd'hui les mines sont en train de modifier nos habitats naturels. Et qu'est-ce que cela va engendrer? Bien. Le coordinateur de l'émission va en tout cas essayer de planifier tout ça avec vous, peut-être en septembre, vous faire venir un vendredi pour avoir plus de temps de parole et nous expliquer un peu tous ces phénomènes, puisque vous les maîtrisez, s'il faut le dire. Merci en tout cas d'être passé dans cette émission et dans ce studio. Merci. Et tout à l'heure, nous allons parler d'éducation avec cette fronde ou, si on peut l'appeler, un remaniement du côté des anciens contractuels. C'est tout à l'heure, juste après cette courte transition. Le Scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le Scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le Scanner sur Kavi Média.
Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Il est 10h passées de 12 minutes dans ce studio de Kavi FM, la 89.5 que vous nous regardez sur Kavi Média, sur l'ensemble synchronisé de nos réseaux, sur Facebook, Flash Guinée, Kavi Média. Évidemment, vous pouvez nous suivre sur siaminfo.com, sur Twitter, sur Instagram et d'autres plateformes de téléchargement ou d'écoute également. On parle de ce dernier sujet, s'il faut le dire, on parle d'éducation. Alseni Mabinti Kamara, coordinateur régional de la zone spéciale de Conakry, et Moussa Doré, coordinateur régional adjoint des anciens contractuels, limogés ce week-end. C'est une décision prise par le comité régional du salut des anciens contractuels de la zone spéciale de Conakry. On aurait dû avoir dans ce studio Mohamed Latij Brahim Salim, le savant, qui est le nouveau coordinateur de la zone spéciale des anciens contractuels de la zone spéciale de Conakry, malheureusement qui est en entretien avec l'inspection générale. Nous ne savons pas qu'est-ce qui va glaner de cette rencontre, mais un premier communiqué a été fait, et c'est ce comité, on va dire que c'est comme un coup d'état de ce côté, Yaya. Oui, effectivement, en attendant qu'on ait la réaction de Alseni Mabinti Kamara, que je me suis efforcé hier... Mohamed Latij, plutôt, parce qu'Alseni Mabinti a été démis. Démis de fonction, démis de fonction, mais apparemment il y aura des rebondissements de ce côté-là. C'est pourquoi je dis, ça nous permettra quand même d'équilibrer, disons, le débat de ce côté-là. Puisqu'on parle de la zone de Conakry et que Mabinti était le coordinateur quand même général de tous les contracteurs sur toute l'étendue du territoire national, on verra très bien que si ce coup d'État est consommé de ce côté-là. Alors, sur cette question, sur la déclaration que nous avons reçue ici depuis le vendredi passé, nous avons vu un certain nombre d'accusations, disons, portées par les frondeurs. Oui. On parle de l'irresponsabilité de l'ancien coordinateur si cela s'avère vrai. On parle, disons, de corruption par le bureau exécutif disons, de l'ancienne coordination, de contractuels. On parle même de l'immixtion du syndicat de l'éducation nationale, et c'est dirigé par notre ami Balamou. Donc, Michel Pépé Balamou. Le SNE. Vous savez pourquoi je dis qu'il faut d'abord qu'on ait, disons, tous les acteurs concernés, ceux qui disent avoir fait, disons, un coup d'État, et ceux qui, disons, sont victimes de ce coup d'État-là, entre guillemets. Parce que hier, j'ai eu Abouakar Souma au téléphone. En plus, on parle de coup d'État. Oui, j'ai eu Abouakar Souma au téléphone. J'ai échangé avec lui. Je lui ai posé un certain nombre de questions s'il était au courant de la naissance des mouvements. Il m'avait dit qu'il n'était pas au courant de ça. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'on soit assez mesuré dans ce que nous sommes en train de vérifier. Oui, parce que le communiqué, quand même, le communiqué nous a été transmis. Oui. Peut-être que dans ce communiqué, c'est cela. Mais bon, on devrait avoir ici, bon, le jeune Latij. Oui. Il n'est pas là. Le principal frondeur. Le principal frondeur. Ou celui qui est à la tête de ce coup d'État. J'avais quand même un certain nombre de questions que je devrais lui poser. Sur cette revendication, parce qu'on dit que on nous dit dans le communiqué que la coordination dirigée par Alseni Mabinti n'a pas pris en compte, n'en fait pas un objectif. Oui, évidemment, en ce qui concerne... si tu me permets, on va relire ce communiqué. C'est très important pour nos auditeurs et téléspectateurs. Communiqué numéro 001/CNECC/2023 portant mise en place du comité régional du salut des anciens contractuels de la zone spéciale de Conakry, le silence du bureau exécutif de la coordination nationale, la souffrance des anciens contractuels, la non-reconnaissance des anciens contractuels de Conakry, le dysfonctionnement de la coordination nationale, l'instrumentalisation des membres du bureau exécutif, l'ingérence égale du syndicat national de l'UDNE dans les affaires des anciens contractuels, la corruption, le manque de communication, la situation actuelle des anciens contractuels, de nombreux cas de décès enregistrés, l'irresponsabilité du coordinateur national amené.
je cite, le comité régional du salut des anciens contractuels à prendre ses responsabilités vis-à-vis de la situation. Le comité... 1. La création d'une commission spéciale de régularisation de la situation des anciens contractuels de la zone spéciale de Conakry. 2. L'unification des deux blocs des anciens sortants des ZENI et ISEG et des anciens contractuels sortants des autres universités en un seul bloc, le comité de salut des anciens contractuels de Conakry. 3. La non-reconnaissance de M. Al-Senima Binti Kamara et Moussa Doré comme coordinateur et toute négociation pour nous, sans nous et contre nous. 4. À l'instant, le comité reconnaît M. Mohamed Latij Brahim Salim, surnommé le Savant, comme le coordinateur régional de la zone spéciale de Conakry et Mohamed Kalva Gilavogui comme son adjoint. À cet effet, le comité appelle tous les coordinateurs régionaux et préfectoraux de rejoindre le mouvement pour l'unité et la solidarité des anciens contractuels. Les anciens contractuels sont priés de contacter les coordinateurs communaux pour la vérification des vraies listes et fournir les dernières informations. Le comité appelle le gouvernement à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, commandant en chef des forces armées, chef suprême des armées, à faire face à l'intégration, je cite, de tous les anciens contractuels à la fonction publique qui, depuis 5 ans, vivent dans les conditions précaires. Le comité appelle tous les anciens contractuels à une assemblée générale qui s'est tenue hier, puisqu'on a le communiqué hier à 8h du matin. Ouais. Donc c'est comme une fronde, parce que à la fin on entend vive l'école guinéenne, vive le CNRD, vive la République, je vous remercie. Le seul bémol, c'est que le communiqué n'est pas signé. Oui, c'est pas un communiqué qui est signé, et c'est ce qui quand même va vous étonner, parce qu'aujourd'hui les négociations sont en cours. Non, c'est ce qui étonne, dans le communiqué. Je termine là. On va laisser. D'abord, oui, parce que là, lui, je vais aller sur un aspect, voilà. Donc je ne vais pas le laisser aller. On ne va pas aller vers le CNRD, on parle d'éducation, on reste en ce sens. Attention, s'il te plaît. Il y a les négociations qui sont... Akila. On va être un peu sérieux, là, quand même. Ça lui demande. Oui, honnêtement. Il y a des négociations. Il a comme, je ne sais pas, quelque chose sur son cœur quand on parle de CNRD. C'est ma bouche qui me démange. Attention, on parle pas là du CNRD, on parle là de front. Il faudrait qu'on soit quand même situé dans les débats. Oui, allez-y. Il faut que non, je le comprends. On va couper son micro finalement. Et d'ailleurs même qu'il coupe la partie qui lui démange. Oui. Comme ça, on va être en paix. On va être en paix. On va couper le CNRD. Il y a des négociations qui sont en cours. En ce qui concerne, disons, ces contractés-là, vous savez, c'était le point fondamental qui n'a pas été respecté, disons, dans l'accord de 2022, mais 2022, qui quand même constitue aujourd'hui un des préalables. Aboubakar Chouma a été très clair avec moi quand nous échangeons sur cette question-là. Il m'avait dit que cette problématique, puisque le gouvernement avait dit quand même il y a une loi, et c'est sur la base de cette loi qu'il devrait quand même, disons, engager tout citoyen au niveau de la fonction publique. Cette loi ou cette base, c'est, disons, c'est le concours. Donc pour tout accès à niveau de la fonction publique devrait être sanctionné par un concours. Alors il se trouve qu'aujourd'hui on assiste à une fronde et les négociations sont en cours. Je vais très bien voir et comprendre quel est l'interlocuteur direct de ces nouveaux, de cette nouvelle coordination ou de ce comité du salut ou de ces collectifs-là, parce que jusque-là, le principal concept. On se retrouve au Niger là. Quand on parle du syndicalisme, oui, quand on parle du syndicalisme d'un défenseur, disons, du bien-être des enseignants, on ne peut pas quand même écarter Aboubakar Chouma. Et quand Aboubakar Chouma. Mais non, on parle d'anciens contractuels. C'est ce que je suis en train de dire. Les enseignants contractuels ont ce qu'on appelle une coalition. Et la coalition, disons, la coalition générale de tous ces enseignants contractuels, je pense que c'est Aboubakar Chouma. Aboubakar Chouma en avait dit, il y a une association des syndicats. Il y a une association des syndicats aujourd'hui. C'est sur la base de cette association que le gouvernement est en train de négocier pour qu'on obtienne... Le syndicat national? Le syndicat national de SNE? Non, pas du tout. Allez, il y a une coordination aujourd'hui est-ce que tout cela qui est mise en place et c'est la base de tout cela. Est-ce que tout cela n'a pas été provoqué
par ce recrutement, ce fameux recrutement à la fonction publique. J'ai l'impression que tout ce combat, tous ces guerres d'ego, même ce coup d'État a été occasionné simplement, pas coup d'État, hein, c'est coup d'État à la tête de la coordination des anciens contractuels, il faut très bien dire, c'est un peu ironisé. Même ce coup d'État du camp Latige, une tentative de coup d'État du camp Latige, on a compris que, en fait, Latige même n'avait pas la même mise sur tous les anciens contracteurs. Oui, mais c'est cela la réalité. Parce que vous avez, c'est un processus qui suit son cours normal. C'est pourquoi je suis assez étonné. Parce qu'au niveau du gouvernement. Parce qu'Abdoulaye Al-Seni Mabinti s'est aussi battu. Il faut le connaître, c'est quand même quelqu'un qui était au front. Je ne comprends pas pourquoi dans ce communiqué on l'accuse de gestion opaque. La semaine prochaine, forcément, on l'aura dans cette émission. Forcément. Pour avoir sa version. Forcément. Et parce que moi, je serais très étonné. Pourquoi pas avoir les deux dans ce studio? C'est intéressant d'avoir les deux. Coller dans ce studio. Qu'on amène les deux dans ce studio. Les négociations sont ce qui m'étonne, les négociations sont en cours. Il y a une commission tripartite composée par le gouvernement, le SLEG, ou disons l'association syndicale, et la coordination des contractuels. Et moi, je ne peux pas comprendre que quand Aboubakar Souma lui-même dit qu'il n'est pas au courant de ça, je ne sais pas avec qui ce nouveau collectif peut engager une quelconque négociation pour mettre en place. Du salut dirigé par le savant. Salut camarade. Bon, camarade, salut. Amanda Awetou, ça c'est version SLEG. Vous savez, les enseignants contractuels, ces enseignants contractuels, ce n'est pas une première. Et qu'ils se comportent ainsi avec le SLEG. Vous avez vu quand le SLEG a déclenché une grève, ce sont ces mêmes personnes qui ont décidé d'accompagner le gouvernement d'Alpha Condé pour ne pas qu'il y ait crise dans le secteur éducatif. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes qui se frondent entre eux. C'est comme si, voilà, c'est des gens, quand ça ne va pas, c'est bon. Mais déjà, vous à l'interne, donc il y a une crise aiguë. Il y a une crise aiguë. Quand je me fie un peu à ce communiqué, non, mais tu vas laisser ce communiqué il arrive. Non, je ne touche pas ce côté. Bien, je ne cite pas ce côté. Ça prouve déjà à suffisance qu'ils ne sont pas sérieux entre eux, parce que si vous défendez une cause, il faut la défendre. Et ce qui est plus grave, voilà, ce qui est plus grave, c'est d'écarter le maillon fort de cette structure, le maillon fort, la personne qui s'est beaucoup battu quand même. Moi, je ne vais même pas parler d'Al-Seni Mabinti parce que je connais un peu Al-Seni Mabinti avec le SLEG, mais je parle plutôt d'Aboubacar Souma. Aboubacar Souma est quelqu'un qui peut aider ces enseignants contractuels. Mais si vous l'écartez parce que vous vous croyez comme des rois, d'accord, on ne peut pas être aussi plus royaliste que le roi. Peut-être qu'ils vont faire quelque chose. Mais ce qui est mieux que l'on puisse faire, c'est de revoir le cas de ces enseignants contractuels. Parce que c'est des gens qui souffrent, qui continuent de souffrir. On ne peut pas quand même comprendre que quelqu'un qui peut enseigner pendant 10 ans, 5 ans, qu'on dise encore il faut que la personne fasse un test pour au moins être au moins recruté à la fonction publique. C'est la cause la plus insultante c'est une peine qu'on est en train de les infliger. Mais je crois que l'État a une aussi part de responsabilité, mais aussi ses enseignants contractuels. N'ignorez pas ce côté parce qu'il y a des gens qui ne sont pas charismatiques. On a vu certains, voilà, on a vu certains face aux élèves. Les élèves même avaient un niveau plus élevé. Oui, c'est normal, mais il faut le dire. Il faut oser le dire. Tu n'es pas possible. Il faut oser le dire quand même. Donc tu remets même en cause le niveau. Exactement, le niveau de certains enseignants parmi eux. Il y a des anciens contractuels version Moricondé. Là aussi. Il y a la version Moricondé. Il y avait la version Alpha Condé. Exactement. Bon, c'est une affaire de Condé. Exactement. Donc quand vous prenez tout ce côté-là aujourd'hui, et surtout ce qui est marrant, c'est quand un enseignant qui se croit bon et puis qui vient s'arrêter devant un élève, il prend des fautes. Après, l'élève dit, monsieur, c'est pas comme ça, on dit, c'est comme ça, on le dit. On peut comprendre quand tu prends les fautes, mais mais il y a des enseignants qui n'ont pas la pédagogie. C'est le pire. Il y a des enseignants, et surtout ces jeunes enseignants contractuels. Et si vous partez dans certaines écoles, après, certains invitent même les élèves chez eux à laver leurs habits. Ça, c'est un manque. C'est un manque de pédagogie. C'est une autre réalité. C'est pourquoi je dis ils doivent revoir leur sein, parce qu'il y a certains, c'est pas des bons arachides. Donc, la tentative de coup d'État
aurait échoué. On va prendre ça avec des pincettes en attendant le retour du savant et pourquoi pas d'Alseni Mabinti, puisque Yaya Diallo suit de très près ce dossier. Dans ce communiqué, quand même, on voit que ces anciens contractuels version Salim version Latige, le savant tire à boulet rouge sur Alseni Mabinti, mais est-ce que celui-là va se laisser faire? C'est la grosse question qu'on va se poser. En tout cas, il est important de revenir sur ce sujet la semaine prochaine, en attendant l'issue de cette rencontre entre l'inspection générale et le camp Latige, puisque c'est lui qui l'a dit. On a essayé quand même de le joindre dans cette émission. Il était notre second invité, mais ce n'est que partie remise à Yaya Diallo. Oui, ce n'est qu'une partie remise. On va essayer de creuser de ce côté-là pour s'en savoir davantage. Est-ce, disons, un coup d'État qui est déjà consommé? Est-ce une tentative? Parce que tout porte à croire qu'aujourd'hui, ce fameux collectif n'a pas une maîtrise, disons, de tous les contractuels. Et on verra très bien, même en aparté, disons, certains contractuels qui sont, disons, nets dans cette affaire-là. J'en connais assez, qui certainement pourront donner leur version à eux. Mais je reste sur ma faim quant à la réussite de ce collectif, parce que déjà, si les principaux concernés ou ceux qui sont censés mener, disons, à bien cette lutte dont ils disent porter au nom de tous les contractuels, ne sont pas au courant, je dis là, ça tout porte à croire qu'ils jouent sur du faux. Je ne joue pas prophète malheur pour eux, mais je pense que c'est pas quelque chose qui est déjà gagné. Et on fera tout pour qu'on ait Alseni ici, et on écoutera sa version, et les dés sur table, on saura déceler du faux sur du vrai. Ouais, évidemment, comme nous savons le faire dans cette émission, le scanner, en tout cas, moi je dis camarades, salut. En attendant les résolutions, Akila Ali Badara, merci. Amanda Awetou. Pour la première fois, je te vois silencieux dans un studio. Non, mais je pense que l'effet Yula continue toujours. Diallo, merci, l'enquêteur en chef. Merci, mon cher Abdallah. D'abord, c'est mercredi au menu. Je pense qu'on a d'autres invités de taille. Demain, on est avec Bella Kamano, il faut le dire. Oui. Rappelez, préparer ses auditeurs. Le journaliste qui se convertit en homme politique, Akila viendra avec ses gants. Et qui soulève beaucoup de problématiques. Demain, on en parle dans cette émission. Et surtout, ne ratez pas ce numéro parce que ça va être un numéro très très spécial avec notre confrère. D'ici là, merci à l'équipe technique du jour à la radio. Nous ont assisté Mamadou Diallo, Mohamed Yatara, Kandé Sankon. Il y a des hommes de nuit qu'il faut respecter et féliciter même ici au sein de ce média, Kavi Média. Évidemment, du côté de la régie télé, notre sorcier Babako Ivogi à Santo, Robert Kourouma, Salif Pangoura et la seule Melika Sita Otaek. À la réalisation, le fidèle Michel Wamounou, et la production a été assurée par celui qui nous entretient, Alpha Silla, le tout chapeauté par notre directeur technique Omar Diallo. D'ici là, prenez soin de vous. Nous on vous dit au revoir dans l'espoir de vous retrouver demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie et en présence de d'autres invités. Mais d'ici là, restez bien en compagnie de nos programmes. Au revoir. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Le scanner, l'espace d'échange et de propositions qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média.